Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Alamai Alina et son homologue camerounais Joseph Dion Ngouté ont procédé à l'inauguration ce matin à Yagua du pont reliant Bongor à Yagua. Un peu plus tôt, à Bongor, c'était une foule en liesse qui a réservé un accueil de grand jour au Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina. Reportage. Accueilli au bas de la passerelle à la place de l'indépendance de la ville de Bongor par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, le premier ministre chef du gouvernement, ambassadeur Alamai Alina, a reçu tout l'honneur qui lui est dû en tant que digne fils du terroir. Une foule cosmopolite de toutes les catégories socio-professionnelles manifeste sa jovialité pour dire sa gratitude aux plus hautes autorités du pays quant à son investissement sur le plan infrastructure pour le développement socio-économique du Mayo-Kébi-Est. Dans une démarche calme et sereine, le chef du gouvernement, ambassadeur Alamai Alina, a pris le bain de foule de différentes corporations avant de s'ébranler pour la résidence du délégué général du gouvernement et ensuite la traversée du pont de l'Unité pour la cérémonie d'inauguration officielle dans la ville de Yagua au Cameroun. Inauguration ce matin à Yagua, au Cameroun, du pont sur le fleuve Logon, reliant désormais Bongor à Yagua. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina, et le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngouté, en présence de plusieurs personnalités des deux pays. Le point avec notre envoyé spécial, Melom Graziella. Ce lundi 28 avril 2025, Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est au Tchad, et Yagua, chef-lieu du département de Mayo-Danaï au Cameroun, ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire. Ils célèbrent un événement marquant, l'inauguration d'un pont stratégique de 620 mètres linéaires sur le fleuve Logon. Cette infrastructure, produit d'un partenariat efficace entre les deux nations, promet de fluidifier les échanges économiques et améliorer la mobilité des populations locales. Pour accueillir ce joyau architectural, l'atmosphère était empreinte de joie et d'espoir, car c'est un véritable chef-d'œuvre qui relie non seulement des rives, mais aussi des peuples. Dès les premières heures de la matinée, une foule enthousiaste est présente sur les deux côtés du fleuve pour être témoin de cet événement. Les drapeaux tchadiens et camerounais se sont dressés avec éclat, symbolisant l'unité et la vision commune. Les hymnes des deux nations ont retenti. Deux pays frères, un même pont qui facilite désormais la libre circulation des personnes et de leurs biens, reconnaît le maire de la commune de Yagua, Pierre Lirawa. C'est un pont de 2 voies de 3,5 mètres et 2 trottoirs de 1,5 mètres, le tout avec des voies de raccordement de 13,5 km, dont 6 km du côté camerounais et 7,5 km du côté tchadien. Financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne à hauteur de plus de 70 milliards de francs CFA, la réalisation de ce pont marque une étape cruciale dans l'intégration sous-régionale et le développement économique, car ce projet symbolise la coopération internationale agissante, ont indiqué les représentants de ces institutions. Ils appellent également à une responsabilité collective pour l'entretien de cet ouvrage construit dans les normes internationales. Le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a situé l'importance de cette infrastructure et ses caractéristiques. C'est un ouvrage ambitieux qui est une avancée significative dans l'intégration régionale et le développement transfrontalier. Comme vous avez constaté, son inauguration témoigne de l'engagement et de la vision de nos deux chefs d'État, le marshal Mohamed Idriss Déby Itno et à son Excellence Paul Biya. Ils sont tenus à se représenter par les deux premiers ministres
l'ambassadeur Alamay Halina et son homologue Dr Joseph Dion Gouté. Comme vous venez de voir, ils ont inauguré le pont ce matin. Je salue aussi la présence de mon homologue et cher frère M. Emmanuel Ganou, ministre des Travaux publics du Cameroun, qui a fait preuve d'une forte implication, n'est-ce pas, dans la réalisation de ces grands ouvrages. Pour le Premier ministre camerounais Joseph Dion Gouté, la construction de ce pont répond à une volonté commune de consolider davantage les relations entre le Cameroun et le Tchad. Suivez un extrait de ses propos. Le pont sur le fleuve Logone, qui, dès ce jour, servira de trait d'union entre nos deux peuples, incarne l'engagement commun à renforcer les liens entre nos deux nations. Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure, mais d'un pont vers un avenir meilleur, un avenir où les échanges économiques, culturels et humains seront facilités, où les opportunités seront multipliées et où les défis seront surmontés ensemble. À la cérémonie inaugurale, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, représentant le président de la République, a exprimé sa satisfaction avant d'évoquer les défis à relever. L'idée de construire ce pont entre Bongor et Yagua a germé il y a de nombreuses années, motivée par le désir commun de raffermir les liens historiques et culturels qui unissent nos deux peuples. Les premières discussions remontent à 2010. Et après des années de planification et de négociation et des efforts concertés, nous sommes fiers de voir, chers frères, ce projet ambitieux se concrétiser. Ce pont est le fruit d'une coopération modèle, exemplaire et agissante entre les gouvernements du Cameroun et du Tchad. Ce pont qui s'élève désormais avec fierté au-dessus du Logone répond à leurs aspirations profondes, celle d'une mobilité accrue, celle de faciliter les échanges commerciaux, celle de renforcer les liens sociaux et familiaux et surtout celle de bâtir un avenir commun. C'est un précieux outil de développement socio-économique et d'intégration sous-régionale. Mais au-delà de son utilité, ce pont est un symbole. Il est le reflet de nos liens historiques et culturels, de cette fraternité qui unit le Tchad et le Cameroun depuis des siècles. Bien avant l'ère coloniale, les royaumes et chefferies de cette région partageaient déjà des relations étroites. Le commerce, les alliances matrimoniales et les échanges culturels tissaient un réseau dense de connexion entre nos peuples. Les royaumes du Bagirmi et de Kotoko, les communautés Sara, Massa, Toubouri, Kirdi et Arabes Shoa, pour ne citer que, ont toujours vécu en harmonie, animés par un esprit de solidarité et d'interdépendance. La réalisation de ce pont est appréciée par les citoyens qui se sont exprimés. Suivez leur impression. Là où la route passe, automatiquement, l'économie est là. C'est pourquoi nous voulons tirer chapeau surtout aux deux chefs d'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et le président Paul Biya du Cameroun,
qui ont pensé vraiment à désenclaver cette partie donc, du territoire. Avec la construction de ce pont, nous allons limiter aussi les risques de la traversée du fleuve qui de temps en temps font des malheurs pour les populations de deux rives. Le Tchad et le Cameroun sont étroitement liés sur le plan géographique, par l'histoire, par la culture, mais également par les peuples. Les mêmes peuples qu'on trouve au Cameroun, ce sont les mêmes qu'on trouve au Tchad. Ce rive vient donc renforcer, ce pont vient renforcer donc ces liens-là et faciliter les accès. Mais également au-delà de cette facilitation d'accès ou d'ouverture pour tout ce qui est commercial, développement économique et le transport, il faut se dire que ça permettra à ces deux peuples-là de renforcer leur pouvoir économique. Ça renforce davantage, ça unit davantage les deux peuples à cohabiter ensemble et à échanger toujours ensemble. Sans la route, il n'y aura pas de développement. Cette pont de 620 mètres nous permet à renforcer notre relation entre le Cameroun et le Tchad. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, économiquement, ça va beaucoup arranger les deux pays. Ça va jouer un rôle important dans le développement des deux villes sœurs, et Cameroun et Bongor, Yagua et Bongor. Parce que par le passé, la traversée de Logone avec des pirogues et autres, vous connaissez les conséquences. Il y a beaucoup de pirogues qui chavirent et autres. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, est arrivé en fin de matinée à Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Objectif, constater de visu l'état d'avancement des travaux de la construction de l'université du Sahara de Faya. Mboulsou, Gand et Zarak. C'est à 11h40 que l'avion transportant la délégation a atterri à l'aéroport de Faya-Largeau. Sous un soleil de plomb, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, a été accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, Djimta Bendergon. Les autorités administratives, militaires et traditionnelles ainsi que les différents groupes socio-professionnels étaient également de la partie. Fini l'accueil, le cortège s'est ébranlé en direction du gouvernorat. Dans son mot de bienvenue, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, Djimta Bendergon, a souhaité un agréable séjour au ministre et à sa délégation. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, de situer l'objet de sa mission. 4 à 5 mois de cela, nous sommes venus ici et nous avons posé la première pierre de construction de l'université du Sahara Faya. Et on a donné un délai de 24 mois à la société, à l'entreprise qui construit. On est venu pour voir l'état d'avancement des travaux. Parce que le gouvernement donne une importance capitale pour la construction de cette université. C'est une des rares universités du BET, ex-BET et dans le Borkou. C'est une université qui est très éloignée de toutes les autres universités et de tous les autres centres de l'enseignement supérieur. Donc c'est une occasion de donner ces cadeaux aux enfants de la province et peut-être de toutes les régions environnantes. Bon, il faut que les uns et les autres nous donnent des explications en bonne et due forme pour faire un rapport au gouvernement. Le programme prévoit des visites et des rencontres avec les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les responsables de l'Académie du Nord pour s'imprégner de la situation. Sachez aussi que le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a procédé ce matin à la mise en place de 2 comités chargés respectivement de l'élaboration du règlement administratif et du règlement financier du Sénat. Ces 2 règlements viennent compléter les travaux de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat. Grangatiam Irima. 2 semaines après l'adoption du règlement intérieur qui définit l'organisation des structures de travail, c'est au tour du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, de procéder encore à l'installation officielle de 2 comités chargés respectivement de l'élaboration du règlement administratif
et du règlement financier du Sénat. Le comité chargé respectivement de l'élaboration du règlement administratif et du règlement financier est composé de l'ancienne équipe de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, réduite à 11 membres. Pour le président du Sénat, le compte à rebours est lancé pour les 11 sénateurs qui doivent déposer leur rapport dans un délai imparti. Aujourd'hui, l'installation de ces deux comités constitue une nouvelle étape dans le processus indispensable de la mise en place des textes pratiques d'organisation et de fonctionnement de la Chambre haute. La mise en place de ces présents comités chargés de l'élaboration du règlement intérieur, du règlement administratif et du règlement financier vise à donner à notre institution les moyens juridiques et institutionnels pour mener à bien sa mission. Je vous encourage vivement à développer votre capacité de travailler ensemble avec un esprit d'équipe dans la cohésion et l'entente mutuelle. Le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, invite les 11 sénateurs à faire recours à toute compétence susceptible de leur aider dans l'accomplissement de leur mission, mais surtout disposer d'un bon document de travail pour le mandat des sénateurs. Sachez aussi que sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Rabat, la capitale marocaine, accueille depuis ce lundi la 3e édition du Forum parlementaire du dialogue Sud-Sud. De nombreuses délégations, dont celle du Tchad, conduite par le président de l'Assemblée nationale, prennent part à cet événement majeur consacré au renforcement de la coopération entre les pays du Sud. Reportage signé Mohamed Kali Ismail. Durant 2 jours, le Conseil consultatif marocain, basé à Rabat, organise les travaux de la 3e édition du Forum parlementaire de dialogue Sud-Sud sous le thème « Les dialogues interrégionaux et intercontinentaux dans les pays du Sud, un levier essentiel pour relever le nouveau défi de la coopération internationale, assurer la paix, la sécurité, la stabilité et promouvoir un développement commun ». De nombreuses délégations parlementaires participent à ces rendez-vous, dont celle du Tchad, conduite par Ali Kolotou Chaimi, président de l'Assemblée nationale du Tchad et président du comité exécutif du Parlement de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des interventions de haut niveau, le président de la Chambre des conseillers, le président de la Chambre des représentants, ainsi que plusieurs membres du gouvernement marocain et présidents des parlements nationaux et internationaux. Tous ont mis en avant l'importance du dialogue Sud-Sud comme moteur de développement. Les participants ont également plaidé pour la création d'un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions adoptées lors de ces forums afin d'assurer la réalisation effective des objectifs fixés. Dans son allocution, au nom de l'Afrique, Ali Kolotou Chaimi, président du comité exécutif du Parlement de l'Union africaine, a mis en avant l'importance stratégique de ce forum pour dynamiser la coopération parlementaire Sud-Sud et donner une nouvelle impulsion à la solidarité intra-africaine et intercontinentale. Saisissant cette tribune, le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Chaimi, a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des pays partenaires qui ont accompagné le Tchad tout au long de son processus de transition politique réussi sous le leadership du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il a ensuite lancé un appel pressant à la communauté internationale pour poursuivre et renforcer leur appui alors que le pays fait face à de nombreux défis, notamment l'afflux massif de réfugiés fuyant les conflits dans les pays voisins. Cette 3e édition du Forum interparlementaire organisé à Rabat du 28 au 29 avril vise à construire des partenariats parlementaires efficaces pour renforcer la solidarité Sud-Sud avec au programme plusieurs thématiques telles que l'intégration économique, le développement durable et la promotion de la stabilité régionale. Tchad, Chine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Teloni, a reçu en audience ce lundi l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Zining. C'est une visite de courtoisie et d'échange. D'importants sujets ont été évoqués au cours de la rencontre, nous dit Remadi Orion-Odette. C'est en langue chinoise que l'ambassadeur Wang Zining est accueilli par le ministre de la Jeunesse et des Sports.
Fier de cette visite de courtoisie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, remercie la Chine pour cette coopération brillante et agissante entre les deux pays. Le diplomate chinois s'est dit émerveillé de la simplicité et de l'accueil réservé à son endroit. Très grand plaisir pour moi de rendre visite au ministre de la Jeunesse et du Sport. Et nous avons eu des échanges de vues très approfondis sur la jeunesse et le sport entre la Chine et le Tchad. Nous estimons tous que la jeunesse représente l'avenir du pays et le sport est très important pour le développement des jeunes. C'est pourquoi nous sommes mis d'accord qu'il faut travailler avec les différentes parties, c'est-à-dire le gouvernement, la société et les entreprises pour promouvoir ensemble cette cause. Nous allons continuer de chercher tous les moyens pour aider les jeunes tchadiens, comme par exemple nous allons leur offrir des opportunités de formation éducative et d'emploi à travers la coopération pragmatique sino-tchadienne. Je crois que vous le savez déjà tous que la construction du stade de Mandjafa est déjà achevée et ça va inaugurer dans les plus brefs délais. Je crois que le stade de Mandjafa, ça va offrir un lieu très important pour la jeunesse tchadienne et ça va jouer un rôle très important pour améliorer l'image tchadienne. L'ambassadeur chinois a réitéré l'engagement de son pays à accompagner le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le processus d'encadrement des jeunes et du développement des sports au Tchad. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubacar Siddiq Tchoroma, a effectué une visite à la Direction nationale des examens et des concours. Objectif, s'enquérir du fonctionnement des différents services pour mieux comprendre les défis auxquels font face certaines institutions. Cette initiative s'inscrit dans sa démarche de suivi et de soutien des structures qui jouent un rôle clé dans l'organisation et la gestion des examens scolaires, nous dit Apolline Gani. La visite du ministre de l'Éducation nationale, Aboubacar Siddiq Tchoroma, a été une occasion de renforcer les liens entre son département et les équipes de la Direction nationale des examens et des concours. Cette visite témoigne d'une volonté politique de soutenir l'éducation et d'améliorer les conditions d'examen pour tous les apprenants. La première étape a conduit le ministre au service informatique où les responsables de ce service ont exposé les innovations technologiques mises en œuvre pour faciliter le traitement des candidatures et assurer la sécurité des données. La visite s'est poursuivie au sein du service de traitement des images. Ici, les équipes ont démontré comment ils numérisent et analysent les documents relatifs aux candidats, garantissant ainsi une gestion précise et rapide des résultats d'examen. Ensuite, Aboubacar Siddiq Tchoroma s'est rendu au service de la planification où il a découvert les méthodes utilisées pour organiser les examens et coordonner les différents acteurs impliqués. Enfin, le ministre a visité la commission de travail chargée de la mise en œuvre des politiques d'examen. Cette commission joue un rôle essentiel dans l'élaboration des directives et des normes qui régissent les examens. Le ministre de l'Éducation nationale a souligné l'importance des examens dans le parcours éducatif des élèves et a encouragé tous les personnels à poursuivre leurs efforts pour assurer l'intégrité et l'efficacité des processus d'évaluation. Tout est fin prêt pour le démarrage des examens et concours qui vont commencer à partir du 26 mai. Et donc on va commencer par le brevet d'études fondamentales qui est le BEF, connu comme avant du BEPC. Tout est fin prêt. Le fait qu'on enrôle les élèves à partir de la 3e pour le BEF, ça nous permet également de maîtriser les élèves à partir de la 3e pour qu'ils puissent avoir leur BEF dans les conditions requises. Et quand ils partent au niveau du lycée, ils ne vont pas sauter de classe. Il y a des élèves qui viennent d'un peu partout pour s'inscrire en terminale, pour dire qu'ils sont des élèves de terminale pour passer le bac. Cette situation-là, dans bientôt, on l'aura plus. Cette visite a non seulement permis de mettre en lumière les avancées technologiques et organisationnelles au sein de la direction, mais aussi de renforcer les liens entre le ministère et ses structures.
Le directeur des examens concours du supérieur de l'Office national des examens et concours du supérieur, Dr Abakar Mohamed Asabala, a fait un point de presse ce matin. Point de presse relatif à l'organisation du baccalauréat de la session de juin 2025. Katnoumba Théophile. Lancé le 13 février 2025 et clôturé dans des conditions optimales, l'enrôlement biométrique constitue une étape majeure dans l'organisation du baccalauréat. Malgré ces progrès, les défis majeurs persistent, notamment des établissements d'enseignement du secteur public qui sous-traitent avec des candidats des classes de seconde et première venus des établissements privés. Une pratique qui n'est pas de nature à favoriser les efforts déployés par l'ONEX. Grâce à nos mécanismes de contrôle renforcés, ces cas ont été identifiés et neutralisés. Les statistiques provisoires des candidats enrôlés pour l'année 2025. Au total, on a enrôlé 104 440 candidats pour l'année 2025. Le calendrier du déroulement du baccalauréat, session 2025. Du 5 au 10 mai, épreuve d'éducation physique et sportive. Du 15 au 18 mai, épreuve pratique pour les séries techniques. Série G1 pour l'épreuve de bureautique et série épreuve d'atelier pour les série E. Le 2 au 8 juin, épreuve écrite pour toutes les séries. Et du 9 au 14 juin, correction de copies. Le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, en collaboration avec le cabinet de consultance statistique et économique, organise depuis ce matin un atelier de formation au profit des cadres du niveau central. Une formation basée sur 3 modules, à savoir la planification stratégique et opérationnelle, la procédure de passation des marchés publics et la déontologie et la rédaction administrative. C'est le secrétaire général du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Dihouné Laurent, qui a ouvert les travaux. Youssouf Abdraman Aligat. La planification stratégique et opérationnelle, la procédure de passation des marchés publics, la déontologie et la rédaction administrative. Tels sont les modules qui seront dispensés au cours de cet atelier de formation au profit des cadres du niveau central du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Pour le directeur des ressources humaines et matérielles du dit ministère, Haroun Mohamed Abdel Mahmoud, la formation des cadres est une nécessité impérieuse pour la gestion administrative. Le représentant du cabinet de consultance statistique et économique, Adam Yumakossi, a souligné que le secteur des transports est le véritable moteur pour le développement économique du pays. Le secrétaire général du ministère des Transports a relevé que cette formation permettra aux participants d'être plus performants dans le cadre de leur service. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et par certains cadres, d'ailleurs ici présents, les faiblesses demeurent toujours préoccupantes dans les fonctions administratives. Elles se résument essentiellement à un amateurisme dans le pilotage, une gestion parfois approximative des ressources humaines, financières et matérielles, une faible planification, une quasi-absence de leadership et de culture de suivi et évaluation, une non-maîtrise remarquable de la rédaction administrative. C'est à cet effet que le plan de renforcement des capacités des cadres du ministère vient pour combler ces lacunes. Durant 3 jours, les cadres du ministère seront outillés sur la passation des marchés, la fluidité des dossiers et la maîtrise des textes des procédures administratives. Avant de poursuivre la lecture d'un communiqué émanant du ministère de la Santé publique et de la Prévention. Notre pays, le Tchad, traverse depuis quelques semaines une période de très forte chaleur. Par conséquent, la population est invitée à respecter impérativement quelques mesures de prévention ci-après. Les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes à risque, c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, etc., et les enfants ne doivent pas s'exposer au soleil entre 10 heures et 16 heures. Éviter les efforts physiques pendant les heures de forte chaleur. Boire régulièrement de l'eau, même si l'on n'a pas soif. Éviter de porter des habits de couleur sombre.
éviter les attroupements entre 11h et 16h, procéder aux enterrements dans la matinée entre 6h et 10h et dans l'après-midi entre 16h et 18h. Le communiqué porte la signature du secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaïdedi Dekandi Francine. Une délégation de la Haute Autorité de médias et de l'audiovisuel, HAMA, conduite par le conseiller Ahmad Adoum Bahar, est arrivée ce jour à Massakori, chef-lieu de la province du Hadjar-Lamis. L'objectif de cette mission est d'évaluer le fonctionnement des radios privées locales et identifier les défis logistiques auxquels font face ces médias. Dans le cadre de sa tournée d'inspection des radios locales dans les provinces du pays, une délégation de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA, conduite par le conseiller Ahmad Adoum Bahar, est arrivée ce jour à Massakori, chef-lieu de la province de Hadjar-Lamis. L'objectif de cette mission est d'évaluer le fonctionnement des radios privées locales et d'identifier les défis logistiques auxquels elles font face. À Massakori, les visites ont commencé par la radio locale d'Umshi où les conseillers de la HAMA ont inspecté les installations et écouté les explications des responsables de la dite radio. Sur les mécanismes de travail, les programmes phares et les difficultés techniques et organisationnelles entravant leur travail. Le conseiller Ahmad Adoum Bahar a salué les efforts déployés par l'équipe de la radio d'Umshi pour assurer la continuité de la diffusion malgré les défis. L'objet de notre mission, c'est de réaliser une cartographie de toutes les radios au niveau national, descendre sur le terrain, voir dans quelles conditions les radios privées travaillent. Après Dumshi, l'équipe de la HAMA s'est rendue à la station provinciale Onama de Massakori pour un entretien avec le personnel. Le chef de la station Onama de Massakori, Omar Idriss Omar, a présenté un aperçu général de sa structure et des principaux programmes radiophoniques destinés aux auditeurs. Le conseiller de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Ahmad Adoum Bahar, a expliqué l'objectif de leur visite, ajoutant que la mission poursuivrait ses visites dans les autres radios locales de la province, à savoir la radio Al-Hadaba de Karal et la voix de Dababa à Bokoro. Bientôt, les militants du MPS disposeront d'un complexe moderne. 20 membres du comité scientifique chargé de la réalisation de ce complexe moderne, comprenant une bibliothèque, un musée et une salle de conférence, sont officiellement installés ce matin. Varelach. Une première dans la vie du MPS depuis sa fondation le 11 mars 1990. Après des années passées, le parti innove. Il vient d'installer les membres du comité scientifique chargé de la réalisation d'un complexe moderne comprenant une bibliothèque, un musée et une salle de conférence. Ce projet en cours de réalisation est financé entièrement par le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, par ailleurs président d'honneur du MPS. L'annonce est faite par le secrétaire général deuxième adjoint du MPS, chargé des mobilisations et de la sensibilisation, Mamad Béchir Chérif Daoussa, à l'occasion de cette cérémonie d'installation. Il s'agit dès ces instants d'élaborer un plan de travail cohérent avec des objectifs clairement définis et le budget ici rapportant pour conduire vos travaux, dont les résultats doivent répondre aux attentes du mouvement patriotique du salut. Aussi, faut-il le rappeler, le distingué camarade maréchal Mamad Idriss Déby Itno a joint l'utile à l'agréable en décidant de financer entièrement la réalisation de ces complexes au lieu de savoir et de mémoire. Le comité scientifique s'engage à se mettre résolument au travail afin que le projet en cours soit réalisé dans le meilleur délai. Une initiative qui sera marquée dans les annales de la vie du mouvement patriotique du salut, le parti de Bamina. L'ONG pour la consolidation de la paix et le développement humain dans le Sahel se félicite de la signature de l'accord de paix entre le gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense de Miski le 20 avril dernier à Bardaï. L'ONG salue l'engagement et la politique du président de la République visant la préservation de la paix. Suivez un extrait de l'intervention du président de cette ONG, Mohamed Edi Brahim.
le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a franchi une nouvelle étape majeure avec la signature d'un accord de paix avec le comité d'autodéfense de Miski, mettant fin à 7 années de tension. En dépit de plusieurs tentatives et initiatives de médiation dans le passé, aucun accord définitif n'avait jusque-là été conclu. Ce 20 avril 2025 à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti, un accord historique et symbolique a été signé en présence des principaux acteurs concernés, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Tchad. Elle réaffirme aussi son attachement à la préservation de la souveraineté du Tchad, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, ainsi qu'au règlement pacifique des conflits qui ont engendré tant de dégâts matériels et humains. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une journée instituée en 2003 par l'Organisation internationale du travail. Al-Habib Mohamed Nour. La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée le 28 avril de chaque année, elle est instituée en 2003 par l'Organisation internationale du travail et fait suite aux préoccupations liées aux conditions de travail, particulièrement dans les pays en développement. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les travailleurs et le grand public sur les enjeux liés à la santé et à la sécurité au travail. À la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale du Tchad, plus de 600 dossiers des accidents de travail et des maladies sont enregistrés. C'est à ce titre que le Tchad, comme tous les autres pays du monde, commémore chaque année la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ces jours, à caractère pédagogique, offrent un cadre d'échange pouvant valoriser les bonnes conditions de travail dans tous les secteurs. Cette journée marque une opportunité spécifique de sensibilisation avec un accent particulier sur l'importance d'une collaboration entre les différents acteurs du monde du travail. Campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, cap sur Sar, dans la province du Moyen-Chari, où le coup d'envoi de cette campagne est donné par le préfet du Barko, Omar Ali Nanimian. Fidèle Yamteta. Dans son mot de bienvenue, le délégué chef du 6e arrondissement de la commune de Sar, Banan Pascal, a signifié que la vaccination a une importance capitale pour la lutte contre la poliomyélite. Il souhaite en outre que les équipes des vaccinateurs et la quantité des vaccins soient revues en hausse. Le délégué sanitaire du Moyen-Chari, Dr Mekonio Kolmia, a, dans son intervention technique, notifié que la poliomyélite est une maladie virale grave qui peut entraîner une paralysie irréversible et parfois la mort. Cependant, la stratégie porte à porte a été choisie car elle permet d'atteindre chaque enfant, même dans les coins les plus reculés, a-t-il renchéri. Il appelle à cet effet la mobilisation et la collaboration de tous pour faciliter les agents vaccinateurs dans leur travail, surtout faire vacciner tous les enfants. Lançant cette campagne de vaccination, le préfet du Barko Omar Ali Nanina, tout en reconnaissant la gravité de cette maladie, a fait savoir que cette initiative n'est pas seulement l'affaire du secteur sanitaire, mais elle révèle la responsabilité de tous, raison pour laquelle le président de la République, chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno, son gouvernement ainsi que ses partenaires techniques et financiers ont fourni d'importants efforts en faveur de la santé de la population. Il demande l'implication de tous pour que chaque enfant du Moyen-Chari reçoive sa dose de vaccin. C'est long que cette campagne qui se déroule du 25 au 27 avril 2025 concerne les enfants de 0 à 5 ans. Les membres de l'association Urgence contre la faim ont effectué une descente à Dourbali pour répondre à l'appel lancé par les éleveurs. L'occasion de sensibiliser aussi la population sur les techniques de lutte contre la malnutrition animale. Hayat Nasradam. Dans un monde, la protection de la biodiversité devient une nécessité, car
Des centaines de producteurs et d'éleveurs dépendent de l'élevage et aussi bien de l'agriculture. Au-delà de la production alimentaire, l'élevage, l'une des mamelles économiques, joue un rôle majeur dans la vie socio-économique tchadienne. C'est dans cette optique que le membre de l'ONG Urgence contre la faim répond à l'appel d'urgence lancé par les éleveurs à Dorbali, dans la préfecture de Bagarmi. Sur place, les échanges ont porté sur la santé animale. Les membres de l'ONG ont donné quelques conseils et des orientations aux éleveurs. Pour l'ONG, ce qui est crucial et qu'il y a à faire, c'est d'abord la production des fourragères. Donc nous envisageons de produire dans cette zone. Cette production, le fourrage est en grande partie destiné pour le bétail. Parce qu'on a constaté que sur ces bétails, qu'il y a un surpâturage. Donc il faut faire ça pour résoudre certains problèmes. Ces moments d'échange a été l'occasion pour les éleveurs de formuler quelques doléances, notamment en ce qui concerne le besoin en structures sanitaires. Les membres de l'ONG promettent plaider auprès de partenaires et du gouvernement pour répondre aux préoccupations. Sur ces images, nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Télé Tchad. Excellente suite de programme.